Burkina Faso. C'est quoi d'abord le projet Ouri qui est chargé de piloter cette instauration de l'identifiant unique de la personne? C'est un projet du gouvernement burkinabé qui favorise en fait l'inclusion à travers l'identification unique des personnes de la population. D'accord. Le paysan qui nous regarde de Faramangoutou ce soir, regardez la caméra et dites-lui c'est quoi l'identification unique de la personne. L'identifiant unique en fait est établi par la loi. Donc la loi 027-2024 du 11 octobre 2024. Donc c'est un identifiant qui est attribué à une personne physique. De sorte en collectant ces données biométriques et biographiques. Et c'est attribué à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité. Donc les Burkinabés résidant au Burkina Faso, les étrangers donc, qui sont en séjour au Burkina Faso et aussi les Burkinabés donc, de l'extérieur. Ah, pardonnez, reprenez les personnes qui sont concernées par cet identifiant unique de la personne. Donc ce sont les Burkinabés, donc résidents sur le territoire burkinabé, les Burkinabés résidant à l'extérieur du Burkina Faso et les personnes étrangères qui séjournent au Burkina Faso. Ah donc ce troisième groupe est concerné. Exactement. Les personnes étrangères qui résident au Burkina Faso vont être obligées d'avoir un identifiant unique de la personne. Exactement. Et l'identifiant unique est attribué donc, sur la base de la collecte de données biographiques, donc à savoir nom, prénom, date de naissance et sexe, qui sont des données obligatoires qu'on collecte, associées à la biométrie, donc les 10 doigts capturés numériquement, donc la photographie et puis l'iris. Et cette combinaison va donner donc un numéro qui est unique, qui est attribué une seule fois et pour toute la vie. Et qui ne peut pas être en fait deviné. Voilà. On ne peut pas aussi avoir des informations concernant la personne sur la base donc, de ce numéro-là. Et ce numéro donc va permettre l'accès donc à l'ensemble des services qui seront donc proposés par l'État. Est-ce que les personnes vont avoir des cartes? Ou bien c'est juste leur numéro qu'ils vont avoir? Le numéro sera matérialisé donc, sur un support, sur une carte en ce moment, donc il pourra être présenté donc, pour justifier que vous détenez en fait un identifiant unique. Et je précise que cet identifiant unique ne remplace pas les autres identifiants. Ah, voilà. Donc ça ne remplace pas les documents qui existent, donc la CIB, ça ne remplace pas l'acte de naissance, ça ne remplace aucun autre document d'identité utilisé actuellement. L'identifiant unique est ce qui va relier en fait tous ces documents d'identité, de sorte à assurer l'unicité de la personne dans l'ensemble des bases de données au Burkina Faso. Donc on est sûr que lorsqu'une personne se présente devant vous, c'est son identifiant unique, c'est bien cette personne qui est au niveau donc, de l'ONU, qui est au niveau donc, de l'état civil, qui est au niveau de la DGTTM, par exemple pour la délivrance du permis de conduire, et on s'assure de cette unicité et donc de la véracité des informations. C'est-à-dire que quand on tape votre numéro, on rentre votre numéro dans les données, on est sûr que c'est vous qui êtes là. Exactement. Partout où vous établissez des documents. Exactement. Alors, qu'est-ce que cela va résoudre comme problème? Parce que là, vous savez que dans nos pays, un extrait de naissance, c'est compliqué à faire, carte nationale d'identité, certificat de nationalité, et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il faut toujours aller à la mairie, mettre les timbres. Est-ce que ce type d'identifiant unique de la personne va permettre de résoudre tous ces problèmes-là et comment? Effectivement, ça va résoudre tous ces problèmes parce que pour les personnes déjà, ça va faciliter l'accès en fait aux documents d'identité. Donc ça évitera en fait tout ce qui est fraude à l'identité, dans la mesure où il y a des personnes qui utilisent des noms qui ne sont pas les leurs, des documents d'identité d'autres personnes qui sont falsifiés et qui permettent en fait d'avoir accès à des services dont ils n'ont pas droit. Donc on pourra en ce moment lutter contre la fraude à l'identité. On pourra également en fait combattre tout ce qui est usurpation ou utilisation de services qui ne vous revient pas de droit. Ça veut dire que la personne qui a droit à un service aura son service et personne d'autre ne pourra en fait détourner ce service-là à d'autres fins. Voilà, on pourra aussi protéger les personnes les plus vulnérables qui n'ont pas souvent la possibilité d'accéder aux différents services par manque donc, de documents d'identité. Donc de sorte à ce qu'avec l'identifiant unique, tout ce que vous allez poser comme acte en lien avec vos documents, en lien avec les services, donc pourront être capitalisés et permettre en fait un accès beaucoup plus rapide à ce niveau pour les citoyens. Est-ce qu'avec cet identifiant unique, si je veux m'établir un extrait d'acte de naissance, ça simplifie les choses? Sinon, on ne va pas s'en... Voilà. Oui. Faut qu'on sache, voilà. Ça simplifie parce que comme ce sera l'élément de référence, dorénavant, pour établir tout document d'identité, il faudra avoir un identifiant unique. Parce que la loi oblige, donc je précise que l'identifiant est obligatoire, donc ce n'est pas une faculté. C'est obligatoire. Exactement, pour tout le monde. Et je précise également que la loi oblige donc tout organisme à mentionner l'identifiant unique sur un document qui permet d'identifier une personne. Donc, vous allez pour faire votre CNIB, on va exiger l'identifiant unique. Vous allez pour faire votre acte de naissance, on va exiger l'identifiant unique. Vous allez pour faire votre passeport, on va exiger l'identifiant unique. Donc l'ensemble des services où il faudra identifier une personne, on va vous demander d'abord de fournir son identifiant unique. Et à partir de là maintenant, on sait que la donnée est fiable, on va pouvoir générer les autres documents d'identité. Donc c'est le lien maintenant avec l'ensemble des documents d'identité qui vont exister donc, au niveau du Burkina Faso. D'accord, vous dites que ça ne remplace pas les autres documents d'identité, mais on espère, on verra bien de toutes les manières l'opérationnalisation est en marche, on verra si cet identifiant unique va simplifier
la vie des Burkinabés. C'est-à-dire que le paysan qui a Faramangoutou qui nous regarde ce soir, il veut établir un extrait de naissance, il veut passer un concours ou un papier. Est-ce qu'avec cet identifiant unique-là, ça va lui permettre vraiment d'abréger un certain nombre de documents à fournir, de déplacements? Est-ce que ça va être possible? On verra bien dans l'opérationnalisation. Oui, ça sera possible. En fait, les données collectées vont pouvoir constituer ce qu'on appelle un registre national de l'identifiant unique, qui sera interopérable, qui pourra communiquer avec tous les autres systèmes d'information. Donc, vous allez par exemple faire votre acte de naissance, le système de l'état civil intègre déjà cette option. Vous arrivez, vous présentez votre identifiant unique, et à partir de là, on authentifie effectivement que c'est vous et on vous génère l'acte direct. Ah là, c'est rapide. Voilà. Donc, le système, c'est ce que je voulais savoir. Exactement, voilà. ça intègre déjà cette option. Nous, on veut qu'on nous facilite la vie. Exactement, et ça sera le cas. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut aller très vite. Peut-être, avant de revenir, une réaction. Oui, je voulais poser la question, à quel moment est-ce que l'identifiant unique est établi? Est-ce que c'est à la naissance? À quel moment c'est de façon obligatoire? Est-ce qu'à la naissance, chaque Burkinabé aura un identifiant unique et ce serait inscrit sur son acte de naissance? Ou bien c'est au moment de l'établissement de la CNIB? Du reste, c'est mieux vaut tard que jamais parce que c'était nécessaire, parce que c'est... Quand on regarde ce que le gouvernement est en train de faire, il y a eu d'abord les data centers. Donc ça, c'est l'étape suivante qui va permettre quand même de collecter toutes les informations sur les différents citoyens. Deuxième niveau, est-ce que c'est protégé à 100%? Quand on voit que souvent, même si les risques zéro n'existent pas, souvent, dans ce qu'on appelle les marchés noirs, il y a des données à caractère personnel qui vont se retrouver. Est-ce que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires qui empêchent les hackers de pouvoir... En quelque sorte, comment seront protégées les données personnelles des personnes qui vont se soumettre à cet exercice? D'accord, donc je répondrai à la première question. Concernant en fait à quel moment est-ce qu'on délivre l'identifiant unique. Il faut savoir qu'on délivre dès la naissance. L'enfant qui naît, on a au moins les informations de base, à savoir le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe. Donc on collecte, mais la donnée biométrique n'est pas collectée avant les 5 ans révolus. Voilà. Donc ça, on ne collecte pas pour les enfants avant les 5 ans. Une fois que les 5 ans sont révolus, on pourra donc faire cette collecte-là. Et aussi, l'identifiant unique est attribué pour nous qui sommes déjà majeurs. Donc c'est dans le cadre de l'enregistrement de masse qui sera fait, et l'enregistrement continu, donc on pourra en ce moment collecter nos données et nous délivrer un identifiant unique. En termes de sécurité, de protection des données, ça je vous rassure. Voilà. Donc on conçoit un système qui, déjà sur le plan juridique, la loi a recueilli donc l'avis favorable de la CIL au moment où on l'élaborait, de sorte à ce que cela prouve que nous respectons l'ensemble du traitement des données personnelles, donc pour pouvoir mettre en place ce système-là. Et dans la conception du système, sur le plan technologique, nous tenons compte de ce qu'on appelle privacy by design and security by design and by default. Ça veut dire que dès la conception de base, on met en place tous les outils numériques pour sécuriser le système, de sorte à ce que le système, même s'il est attaqué, comme vous dites, ce n'est pas à 100%, même s'il est attaqué, vous n'aurez pas accès à tous les données. Donc j'explique, c'est comme si vous compartimentez une maison. Et dans chaque compartiment, c'est sécurisé, cloisonné. Si vous percez un compartiment, les autres se condamnent automatiquement. Et les données que vous avez sont chiffrées. Et vous n'avez pas la clé pour les déchiffrer. Il n'y a que nous qui n'avons la clé pour le faire. Vous, c'est qui? Donc c'est l'État qui dispose donc de cette clé-là. Donc c'est l'État qui assure la sécurité. Voilà. Et nous travaillons en fait avec aussi les normes sur le plan international en matière de sécurisation. Donc nous ne sommes pas à l'aise de ce côté. Nous avons aussi des normes nationales et nous avons des agences en matière de sécurité du système d'information qui participent à la construction de ce système-là, de sorte à ce que l'ensemble des données soient sécurisées, puisque nous-mêmes qui sommes dans la mise en œuvre, nos données seront dedans. Voilà. Donc on s'assure de cette sécurité-là. Et il y a un système mis en place aussi pour les sauvegardes, de sorte à ce qu'aucune donnée ne soit perdue, quelle que soit la situation qui se présente. Comment va se dérouler l'enregistrement de masse? Donc à ce niveau, l'enregistrement de masse est la première étape, une fois que le système sera opérationnel. Donc on va se déployer sur une période donnée sur le territoire national, jusqu'au niveau village, de sorte à ce que personne ne soit mis de côté. Donc c'est l'inclusion qui est prônée en ce sens. Et on mettra aussi en place des mécanismes pour que durant cette période-là, les personnes vulnérables et à mobilité réduite puissent aussi se faire enregistrer sur le territoire national. Donc, comment va se passer l'enregistrement concrètement? Donc vous allez donc venir avec les documents d'identité dont vous disposez. On va recueillir ces données sur la base donc, des documents d'identité que vous avez, les données optionnelles, les données obligatoires. On va collecter aussi les données biométriques pour les personnes qui en ont, parce qu'il y a des exceptions. Il y a des personnes qui n'ont pas des données biométriques, les doigts qui ne sont plus peut-être sur place, l'iris aussi, ou bien des difficultés pour voir. On appelle ça des exceptions. Donc on documente ces exceptions aussi dans le système pour qu'on intègre que la personne donc, ne dispose pas donc, de ces données biométriques. Et une fois que c'est fait, avec bien sûr le consentement, parce qu'on explique à la personne avant de collecter ces données, ça c'est très important. Donc une fois le consentement fait, on va délivrer donc, ce qu'on appelle un justificatif d'enregistrement. Donc, qui permet de montrer que vous êtes fait enregistrer et un numéro d'identifiant unique va être donc délivré à la personne. Alors, je suis une personne déplacée interne. Oui. Je viens, par exemple, de Djibo. J'ai perdu tous mes papiers.
j'ai rien comme papier, je veux aller me faire enregistrer pour l'identifiant unique. Comment est-ce que je fais? Bien, donc il faut comprendre qu'au niveau des déplacés internes, vous avez aussi les structures de l'État qui collaborent avec ces personnes-là et qui font des recensements par rapport à ces personnes. Donc il y a un minimum d'informations aussi que ces personnes, donc, dont on dispose de ces personnes. Et quand vous arrivez que vous n'avez pas de documents, on permet en fait que ça soit déclaratif, mais avec des mécanismes, donc avec le ministère en charge de la Justice, avec l'État civil, donc de sorte à ce qu'on puisse établir des actes de déclaration sur l'honneur avec des témoins. Et sur cette base, on enregistre l'information. Et je précise qu'en fait, en enregistrant cette information, l'information est gravée avec vos données biométriques. Et mentir sur cette information, en fait, va vous rattraper. Voilà. Je m'explique dans le sens où l'authentification va permettre un jour, à travers l'interopérabilité des systèmes, de vérifier votre identité. Donc, il se trouverait peut-être que vous avez une identité ailleurs, dans une des bases de données, et en faisant donc l'authentification, on va se rendre compte que ça ne correspond pas. Et comme ça ne va pas correspondre, forcément, on va se rendre compte que vous avez fait une fausse déclaration. Il y a une tricherie quelque part. Et quand il y a tricherie, le système va le détecter et on va pouvoir résoudre le problème. Ali Nana. Oui, ça vient à point nommé parce que les autorités parlaient tantôt de modernisation de l'administration publique et de la digitalisation. Je crois que ça vient renforcer le travail déjà abattu, le travail énorme abattu par la CIL qui est créée depuis 2004 en vue effectivement de contrôler tous ces mécanismes-là. Ça répond à un besoin donné parce que nous sommes dans un contexte un peu particulier où il faut avoir la traçabilité ou l'évolution de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur et tous les citoyens burkinabés et étrangers qui sont ici au Burkina Faso. Ça permettra d'avoir des informations exactes sur des personnes précises parce que les services de renseignement travaillent avec... Est-ce que vous voulez des précisions ou bien une question sur ce qu'il a déjà expliqué? Oui, je suis en train de démontrer l'importance de ce travail. Maintenant, pour une question particulière, il n'y a pas de question particulière. Les encourager. Encouragement. D'assez bien douté. Oui, merci. Avant de continuer, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur ce qu'on disait, parce que la parenthèse, c'est quoi? Sur cette performance économique et des entreprises qu'on a aujourd'hui, on a oublié de mentionner une base qui a été un atout, c'est-à-dire le fait qu'on a aujourd'hui une réserve d'or, nationale d'or, chose qu'on n'avait pas. Donc voilà la base aussi de notre économie et il faut en tenir compte dans toutes les analyses. Vous imaginez un pays producteur d'or qui fait partie des 5 premiers en Afrique qui n'avait même pas une réserve nationale d'or. Donc c'est quelque chose à saluer grâce à cette volonté politique du président Traoré. Bref, je ferme la parenthèse. Maintenant, quant à cette question d'identification, a priori pour moi c'est une bonne chose. Il faut identifier les gens. Il faut que le pays ait des informations précises sur tous ceux qui vivent dans le pays. Dans notre contexte aussi, il va falloir qu'on travaille davantage à identifier dans l'identification. On a toujours parlé de ça ici. Mais il y a des inquiétudes. Je vous donne un exemple. Et moi, chaque fois, j'interpellais l'État sur l'administration du territoire. Nous sommes sous-administrés. On n'est pas organisé et on s'entête dans ce système culturel français, c'est-à-dire administratif français. Quand vous prenez les écoles, quelqu'un qui a fréquenté du CP1 au Burkina jusqu'en terminale, si vous repartez où il a fréquenté, vous ne retrouverez aucune trace de lui. Même ses bulletins. C'est mal conservé, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Ça, par exemple, du côté de l'école, comment on commence à identifier, à institutionnaliser les fréquentations dans les écoles? Deuxièmement, vous redescendez dans les villages. Un enfant qui naît, quelqu'un qui meurt dans une localité, comment tout ça s'est enregistré? Donc, l'identification est bien. Maintenant, mon inquiétude aussi, c'est quoi? C'est vrai que le camarade qui est sur le plateau, qui est responsable du projet Wouri, il est juriste. Mais moi, je voudrais poser la question de savoir, est-ce qu'on a un cadre juridique aujourd'hui consistant qui permet de sécuriser tout ça et d'encadrer tout ça? Et deuxièmement, est-ce que du point de vue national, on est prêt à sécuriser ça par nous-mêmes? Est-ce qu'on a des informaticiens? Par exemple, aujourd'hui avec l'IA, est-ce que l'État est prêt, actuellement où nous parlons, à former ses propres informaticiens sur les IA en attendant? Est-ce que ces données-là, ces logiciels, c'est des Burkinabés, c'est l'État burkinabé qui a fait concevoir et qui met de l'argent pour les protéger? Parce que la base de l'identification, c'est comme on appelle, c'est cette sécurisation du logiciel et des bases de données. Maintenant, quand vous prenez, je vais finir et puis il va répondre. Quand vous prenez dans nos pays, on a un problème culturel, les noms. Vous savez qu'en Afrique, dans un village, les gens ne doivent pas avoir le même nom. Donc la notion de l'identification de nos ancêtres était en avance. Aujourd'hui, vous allez aller trouver les mêmes noms là se répètent avec les religions du livre. Aujourd'hui, les mêmes noms se répètent. Comment on fait ça? C'est vrai qu'il y a l'iris qu'on doit photographier, mais comment ça se fait? Maintenant, au niveau de mes propositions,
ça doit être des documents uniques pour l'État. On ne doit pas avoir une carte d'identification. Parce que ça va faire de trop, ça mélange les gens. Vous avez la pièce d'identité, vous avez le passeport, vous avez, comment on appelle, le permis de conduire. Aux États-Unis, les gens n'ont que le permis de conduire. Si tu veux voyager, tu prends le passeport. Parce que les Américains même n'ont pas leur passeport. Parce qu'à l'intérieur du pays, les gens voyagent avec comment on appelle, leur permis de conduire, qui a en même temps la pièce d'identité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Social Security, un numéro qu'on donne à toute personne qui vit aux États-Unis et à tout Américain. Et c'est à partir de ce numéro qu'on suit tout le monde. Et ce numéro, c'est le seul numéro que tu as qui est secret pour toi. Personne ne doit connaître ça. Et même quand l'État demande, l'État ne demande pas tout le numéro. On demande les 4 derniers numéros parce que c'est très, très confidentiel. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas avoir de carte d'identifiant. Toutes ces données-là, c'est l'État qui doit garder ça. Dès que tu te présentes à la police, à la gendarmerie, à la justice pour un document, c'est eux qui doivent avoir accès pour vérifier là-bas et faire ta carte d'identité, faire ton passeport ou faire ton permis de conduire. Mais si on doit livrer encore une pièce, et si la personne perd la pièce, et que quelqu'un ramasse cette pièce, comment on va utiliser cette pièce pour pouvoir comprendre des choses? Donc pour moi, c'est bien, mais l'État doit supprimer le fait qu'on doit donner des cartes d'identifiant et ça reste des bases de données administratives, des bases de données sécuritaires. Merci Dacier, il va répondre à vos questions. Merci. Premièrement, cadre juridique. Oui, le cadre juridique est solide. La loi que nous avons adoptée, la 027, prend en compte l'ensemble de ces préoccupations. Sur le volet juridique, donc, nous avons mis en place un système qui permet de collecter des données, qui est sécurisé et qui sanctionne toute personne qui utilise les données dans le mauvais cadre. Ça, c'est clair. Donc, il y a des sanctions privatives de liberté, il y a des amendes qui sont appliquées même à l'ensemble des organismes aussi, comme aux personnes qui sont dans le cadre du traitement. Donc, de ce côté, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sur le plan du système aussi... Pardon, vous allez continuer. Oui. Est-ce qu'un individu peut traduire l'État en justice parce qu'il estime que son identifiant unique a été divulgué? Bien. L'identifiant unique, en fait, l'État ne divulgue pas votre identifiant unique. Et l'État, en fait, a fait en sorte que vous puissiez vous-même consulter ce qu'on fait de votre identifiant unique. Ça montre à quel niveau, en fait, on protège les données. Et cela reste confidentiel à votre niveau. L'État n'a pas accès à ces données pour vérifier ce qui est fait, mais l'État vous donne la possibilité vous-même de regarder. Et c'est cloisonné dans le sens où on ne permet pas à tout le monde d'y accéder. Et c'est là qu'il faut le comprendre. Donc, l'exemple qu'il a donné, si vous allez pour des questions d'école, au niveau donc de l'ensemble des établissements, on va associer l'identifiant unique à tous les élèves, associer l'identifiant unique à tous ceux qui sont à l'université, associer l'identifiant unique au niveau de la santé. Le même exemple qu'il a donné pour les États-Unis, donc au niveau le volet sécurité sociale, c'est le même type de numéro qui sera utilisé pour l'ensemble des actions que vous posez, de sorte à ce que ça soit simplifié. Et en termes de sécurité informatique, je vous rassure, les données sont hébergées au Burkina Faso. On a un cadre juridique qui solidifie ça. Donc on a l'ensemble des données hébergées dans nos data centers que nous administrons nous-mêmes avec nos propres informaticiens. Et nous avons les compétences nécessaires donc, pour le faire et les personnes sont formées pour cela. Donc l'État a mis des milliards dedans, ça je vous rassure. Et je fais le lien avec le volet administratif. Ça va nous permettre, avec cet identifiant, en fait, de faire des économies d'échelle qui pourront permettre un réinvestissement de cet argent. Donc on pourra avoir une simplification de l'ensemble des actes. Au lieu d'avoir plusieurs documents fournis des actes, vous fournissez votre identifiant unique. L'ensemble des actes que vous devez avoir seront produits sur la base de cet identifiant unique. Donc vous voyez déjà en termes d'économie, en termes de planification stratégique pour le développement, on pourra s'asseoir, déterminer dans une localité, sur la base donc, des statistiques, combien de personnes nous avons, quel âge, combien de médecins il faut, combien de centres il faut construire, combien d'hôpitaux. Donc vous voyez un peu ce que l'identifiant unique permettra de faire. Donc pour l'administration, c'est vraiment une optimisation de la gestion, de sorte à ce que l'ensemble des personnes qui bénéficient de l'identifiant unique puissent aussi donc permettre de voir ces retombées-là. Et je vais préciser aussi un aspect donc sur le volet lié en fait aux actes qui seront établis. Voilà. Donc un acte est sécurisé par l'État. Et l'État fait en sorte que vous n'avez plus besoin de lui demander cet acte puisque c'est l'État qui vous le délivre. Et l'identifiant unique va permettre donc de générer ces actes-là et faciliter donc l'ensemble de l'accès au service. Soyez beaucoup plus précis là-dessus. Donc au niveau des différents actes, oui. Voilà. Donc je prends l'exemple. Sur la base de l'appel de l'identifiant unique dont il a fait cas, j'établis ma CNIB, je reviens, je dis que j'avais mon identifiant unique et j'ai perdu. Je viens, la CNIB, donc on va vous demander votre identifiant unique. Et quand vous venez, on va vous authentifier. Donc je le disais tout à l'heure, l'authentification est un procédé qui permet de vérifier que c'est bien vous. Il y a plusieurs moyens en fait d'authentifier la personne. On peut utiliser les empreintes biométriques. Et vous savez, elles sont uniques. Personne n'a les mêmes empreintes, même dans une famille. Conséquence, quand vous venez, il y a un dispositif qui sera là. Vous mettez votre doigt. Le système va dire oui ou non si c'est vous. Vous avez volé l'identifiant unique d'une personne. Vous avez volé la CNIB d'une personne. Vous venez aussi. Quand on va vouloir authentifier avant de délivrer, on va dire que ce n'est pas vous. Automatiquement, personne ne peut utiliser votre identifiant, même s'il le vole, pour pouvoir accéder à un service. Et il y a d'autres outils pour l'authentification plus avancés, de sorte à ce que, quel que soit l'identifiant que vous récupérez, vous ne pourrez pas l'utiliser. À partir du moment où on authentifie votre identité, c'est parti, on établit votre pièce d'identité, votre certificat de naissance, votre certificat de nationalité, facilement. Voilà, puisque le système est interopérable avec l'ensemble des systèmes d'identification où les données sont stockées. J'espère que ça ne sera pas payant. Ce sera gratuit, merci, parce que j'en venais. Okay, donc l'État l'offre gratuitement.
L'identifiant unique est gratuit, il n'est pas payant. Donc quand vous venez pour l'enregistrement qui sera fait, que ce soit de masse ou de continu, ça sera gratuit. Vous venez, donc on collecte les données, on vous délivre votre justificatif et vous avez la carte donc, qui mentionne que vous avez un identifiant unique et ça s'arrête là. Donc pas de dépenses à ce niveau-là. Donc c'est assuré par l'État. Merci. Est-ce que, bon, dans la suite peut-être avec les moyens techniques, est-ce qu'avec mon identifiant unique, je peux avoir accès à un extrait de date de naissance en ligne, par exemple, c'est-à-dire sans me déplacer, avoir un papier, que c'est possible? Exactement. Donc vous voyez qu'actuellement on a des chantiers au niveau du numérique, donc ce qui est dématérialisation, digitalisation, et l'identifiant unique va venir en fait sécuriser ces aspects-là aussi. Dans le sens où toutes les démarches que vous effectuez actuellement en ligne, où on vous demande d'autres pièces à fournir, dorénavant, une fois opérationnalisé, vous introduisez votre identifiant unique. On vous authentifie d'une manière ou d'une autre, et l'acte est établi. Donc, ça va vraiment alléger l'ensemble des procédures et sécuriser les données et s'assurer en fait que vous êtes la personne qui doit vraiment bénéficier donc de ce service-là. Commissaire Ebi, peut-être une question? Ça va. Il savait que vous allez dire que vous n'avez pas de questions. D'accord. Mathieu Ouedraogo, c'est bon? Oui, bon, je voulais demander, parce que vous avez parlé tantôt de l'identifiant unique qui sera délivré sous forme d'un document. Mais est-ce que ce même identifiant unique va figurer sur les autres documents comme le passeport, la CNIB, les diplômes, ainsi de suite? Si c'est le cas, donc ça veut dire que il n'est pas secret, ce n'est pas confidentiel. Parce qu'une fois que ça figure sur vos différents documents, le passeport, les diplômes et tout ça, ça veut dire que partout où on vous délivre ces documents-là, ils ont connaissance de votre numéro. En fait, ils ont connaissance du numéro, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Vous voyez la différence par rapport à ce que le camarade a dit, où de l'autre côté, on a segmenté et on peut, à partir de 4 chiffres, déterminer qui vous êtes. À partir de ce numéro, on ne peut pas. Vous allez voir un numéro qui est aligné, mais vous ne pouvez pas prendre dire, effectivement, le numéro est sur le nom de tel dossier ou bien de tel document d'identité, mais ça s'arrête là. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme données derrière, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aucun autre service en dehors de cette personne-là. Donc le fait de donner une carte, c'est juste que vous avez un moyen de preuve. Il faut aussi adapter à nos contextes. C'est mon identifiant. Oui. Voilà, c'est très important. Il faut aussi adapter à nos contextes où on tient compte aussi du fait qu'il faut avoir un support pour faciliter un peu pour les populations qui sont à un certain niveau, qui n'ont pas forcément accès à nos facilités donc en ville. Et dans les zones qui sont plus reculées, il faut avoir un support que les gens conservent bien, qui peuvent être présentés et avec le système d'authentification derrière, donc pour s'assurer donc de l'identité de la personne, on pourra en ce moment pouvoir délivrer le service. Rapidement, dernière question. Est-ce que, parce que dans l'administration publique, on avait parlé tantôt des faux diplômes que les gens ont délivrés pour être intégrés à la fonction publique et même qui ont été radiés pour ça, est-ce que dans un proche avenir, pour les concours, les étudiants n'auront plus à fournir de documents parce que sur la base de l'identifiant unique, l'État dispose dans ses bases de données de toute la documentation et de tous les diplômes qui sont enregistrés au niveau de chaque individu. Est-ce que c'est possible que cela arrive un jour que s'il y a un concours à faire, vous n'avez uniquement que votre identifiant unique à produire et automatiquement on sait votre cursus, votre curriculum vitae et on a tous les diplômes que vous avez authentifiés? À long terme, c'est possible. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut aller progressivement. Et ce processus fait que ce qu'on dit que les autres identifiants restent parce qu'en fonction des différents secteurs d'activité, on a encore besoin d'un certain nombre de documents. Et une fois qu'on rentre dans la digitalisation, l'identifiant unique devient la clé maintenant pour l'ensemble de tout ce qu'il y a comme processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être dans 5 ans, 10 ans, avec votre identifiant unique, vous n'avez plus besoin des autres. Exactement. Mais il faut aller progressivement. Je pense que c'est important. Sur le plan de la sécurité, c'est très important. Est-ce que cet identifiant unique va permettre à nos forces de défense et de sécurité d'être beaucoup plus efficaces dans ce contexte de lutte contre le terrorisme? Donc il faut comprendre que l'ensemble des services vont l'utiliser. Donc ce qui veut dire que si vous êtes dans la santé, ceux de la santé vont l'utiliser pour s'assurer donc de votre suivi. Si vous avez aussi commis des infractions, il faut accepter aussi que la sécurité puisse l'utiliser aussi, donc pour s'assurer de votre identité. Dans le sens où il ne faudrait pas attraper une personne qui n'a pas commis d'infraction à la place de l'autre. Mais là donc ça permettra donc à nos forces de défense et de sécurité donc de pouvoir identifier de manière sûre la personne donc qui contrevient à la réglementation. Donc,